Les 14 et 15 juillet 2021, des dizaines de vies ont été emportées à jamais et des milliers d'autres bouleversées pour toujours. D'une vallée à l'autre, au fil de l'eau, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont accepté de nous raconter et de revivre, une fois encore, le déroulement de ces jours sombres où en quelques heures, tout a basculé. Thierry Fréture et Maria habitent en bord de Vesdre à Eupen, juste à quelques centaines de mètres en aval du barrage. Ils tiennent le restaurant Le Langestal Mule depuis près de 30 ans. La journée, nous avons déjà remarqué que nous avions l'eau toujours plus dans les prairies. Et vers la soirée, toute la prairie était pleine d'eau. Alors j'étais ici avec mon voisin, il me dit « Quoi, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai mes 3 chiens. » J'ai dit « Ils sont vieux, je ne sais pas aller nulle part. » Alors on est resté ici. Et on a été se coucher, comme je dis, à 9 h. Et en une fois, moi, vers minuit moins le quart, j'entends « Doc, boum !» Bon, je me dis oh, « C'est quoi ça, un voleur ou quoi ?» Je ne pensais même plus à ça. Et je me lève, je prends ma lampe de poche et je dis à ma femme « Bon, lève-toi, catastrophe. » Je dis « On a 1 mètre d'eau dans le resto, quoi. » Roger Schintz et sa femme Marie-Christine vivent eux à côté de la Helle, une rivière qui prend sa source dans les Fagnes et se jette dans la Vesdre à Eupen, dans la ville basse. Au matin du 14 juillet, le cours d'eau généralement tranquille affiche un autre visage et menace. Un ordre d'évacuation tombe et sur le coup de 17 h, tous deux quittent leur maison. Vous avez 5 minutes, prenez ce que vous avez sous la main et partez parce qu'il faut lâcher. Et puis vers 8h30, 9h, vous décidez de revenir parce que quoi? Parce que l'eau est descendue. Des voisins nous avaient téléphoné comme quoi il ne coulait plus d'eau dans les rues. Et alors on est revenu pour reprendre des habits et voilà quoi. Et alors on a pu repartir. Donc vous avez passé une nuit aussi oui, pratiquement sans dormir quoi, hein, sur le qui-vive. Et puis dès qu'il a commencé à faire jour, j'ai vu l'ampleur. On ne s'imaginait pas, on ne s'attendait pas à un désastre pareil, quoi. Un peu plus loin, à Membach, le camping Wesertal, situé le long de la Vesdre, a été vidé de ses occupants. Seuls les propriétaires, Birgit et Claudia, sont restés. Elles trouvent refuge au premier étage de leur maison. Quand l'eau montait et qu'il n'y avait plus d'électricité, c'est vraiment une expérience à vivre. Toutes les choses dont nous avons besoin tous les jours, téléphone, internet, électricité, plus rien ne fonctionne au moment où c'est vraiment important. Nous ne savions rien. Nous ne pouvions pas écouter la radio et savoir ce qui se passait. Personne ne nous informait de rien. Les pompiers nous avaient dit « Allez au plus haut dans la maison parce qu'ils ne pouvaient plus venir nous chercher ». Notre maison est vieille et sans cave, alors on se disait « Tiendra, tiendra pas ?» Nous étions dans un état à nous dire « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais nous n'avions pas vraiment peur. À Goé, Christine est aussi aux prises avec les eaux de la Vesdre depuis plusieurs heures. Comme beaucoup de riverains, elle a déjà connu des inondations, mais cette fois, les choses semblent différentes. Nous, on n'a pas été alertés, franchement. On n'a pas eu de message, rien du tout. D'évacuation, il n'y a pas eu de... nous, on pensait vraiment naïvement, ouais, l'eau vient, quoi. Et puis bon, elle recommence. Oui, on est très pompé à l'arrière aussi, ça venait. Et puis alors, j'étais en train de décoper avec mon seau, comme une pièce par ma fenêtre, dans ma cuisine. Je dis, ça, dans la cuisine, on n'a quand même jamais eu, c'est bizarre. Et puis mon voisin qui vient m'aider, me dit, mais regarde la toilette, la geyser. Et puis alors les voisins qui m'appellent « Hé, des animaux !» Et alors vite on est venu, on a mis toutes les poules, 15 poules et lois dans des tonneaux, vite fait. Et toutes les petites maisons qu'on a fermées, on a été les mettre chez ma voisine là en face, Arche de Noé, là au-dessus vraiment pas d'eau, rien du tout. Et puis alors on revient ici après. Et puis ma voisine qui me dit à un moment, comme les divans commencent à se soulever et tout ça, elle me dit « Écoute,
on quitte le navire, quoi. Et alors on a pris nos chiens, on avait les 4 chats à la maison, on en a plusieurs, mais ceux-là étaient là. Alors on les a vite mis à l'étage, avec des croquettes et de l'eau et une litière. Et alors on a fermé, on a essayé de fermer les portes ici, puis une heure de prendre des vêtements, 2-3 affaires. Et elle dit, ben vas-y, traverse vite avant que le pont ne soit bloqué. Et quand on a marché jusque-là, on devait se cramponner. C'est vrai, je me souviens maintenant, il y avait un espèce de courant qui tournait. Et alors on s'est tenus tous par la main pour ne pas se faire, parce que là, on partait quoi, vraiment, ça c'est vrai. Et alors du coup, ben, nous on était là chez nos voisins. C'est vrai qu'on a eu des bruits bizarres la nuit, vers minuit. Ça faisait paf, paf, comme ça. C'était les cubis qui venaient se cogner contre le pont. Et au début, ils cognaient, puis ils partaient. Ils cognaient, ils partaient. À un moment, ils sont plus partis. Puis alors, il y a eu les 6 conteneurs de 18 tonnes au fur et à mesure. Donc ça a fait vraiment une énorme barricade devant le pont. Et alors, c'est là que du coup, l'eau est vraiment venue à 3,50 m. Et voilà. À Polleur-la-Hogne ne fait pas exception. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont grossi la rivière. Nicole Arnoldi vit avec son mari Billy au premier étage de cette maison, située sur la rive gauche, juste à côté du vieux pont. 2 jours avant, au journal Parler, j'ai vu qu'on était en zone rouge. Il y a 34 ans qu'on habite ici. Et là, j'ai été trouver mon mari, je lui ai dit, écoute, on est en zone rouge, je dis, ça va mal tourner. Et le lendemain, on était en zone jaune, enfin bon, peu importe. Et alors on a commencé à voir monter l'eau, oui, de l'autre côté. Hein. Et on est venu évacuer des gens, un couple avec un petit gamin et un bébé. Ce sont les pompiers qui sont venus les chercher. Et puis au fur et à mesure que la nuit s'était installée, ben, l'eau elle montait. Alors vers 1h30, on n'a plus d'électricité. Et puis ben, l'eau s'est emballée, a passé le parapet là. Et alors, ben, on a vu passer des frigos, des citernes, un salon, des boules de Noël, enfin un peu de tout, et qui venaient frapper sur les montants de la maison, ici sur les murs. Ça, c'est très impressionnant. Vous avez eu peur pour votre maison? Non. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est où ça allait s'arrêter. À Theux, Arnaud Liégeois finit d'aménager son jardin. Dès le matin, lui et sa compagne sont coincés chez eux. Très vite, le rez-de-chaussée est noyé. À 2h, 2h30 du matin, je ne saurais plus dire exactement, parce qu'on était quand même un peu dans les limbes et assez confus, je vais dire. Et là, ma compagne me dit, il faut qu'on monte, c'est vraiment monté trop haut. Elle regardait par la fenêtre et c'était effectivement passé à 2,40 m. Et je vais voir par l'escalier à l'intérieur de la maison et je m'aperçois qu'effectivement, il reste ça avant 4-5 cm avant la tête du plafond. Donc on monte d'urgence, on monte encore ce qu'on peut monter, encore d'un étage, pour essayer de sauver quelques objets, des livres surtout d'ailleurs. Et puis, on va se réfugier au 2e étage en espérant que ça ne monte pas plus haut et que tout le premier étage ne se disloque pas, sachant que c'est la structure qui porte la maison, les planchers. À quoi est-ce qu'on pense à ce moment-là? Alors moi personnellement, il y a plein de choses qui me sont venues en tête, mais plutôt de l'ordre est-ce que je vais revoir mes enfants le lendemain, et puis on a l'impression qu'on va mourir sur place quand même. Enfin, moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est de me dire ben voilà, il n'y a rien à faire. Et puis à un moment donné, moi mon cerveau c'est plus ou moins déconnecté et je suis repassé en mode il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on puisse bouger, qu'on essaie de voir. Donc j'ai pu recontacter alors au lendemain, le matin, un policier avec quelques personnes de la commune. Ils sont venus amener alors des vivres par une corde et on a pu avoir de l'eau, avoir quelques gâteaux qu'on a pu faire passer de maison en maison pour que tout le monde puisse un peu se sustenter. Resté bloqué dans votre maison au dernier étage pendant combien de temps? On est resté bloqué en tout 36 heures environ. Un peu plus tôt dans la journée, du côté de Montgombroux, loin des flots tumultueux de la Vesdre, de la Helle ou encore de la Hogne, le traiteur Jean-Claude Crosset vient pourtant de constater que de l'eau s'était infiltrée dans sa réserve, occasionnant pas mal de dégâts. Il se rend sur les berges du ruisseau de Montgombroux et entreprend de faire quelques photos pour les assurances. J'étais à 80 cm du grillage. J'ai vu le grillage s'effondrer à travers mon appareil photo et le temps de me demander qu'est-ce qu'il se passe, je me suis senti emporté directement vers la canalisation avec vraiment un phénomène d'aspiration. J'ai le souvenir de ne pas avoir de poche d'air, de sentir les coups évidemment, les plaies, on ne les réalise pas encore, mais c'est surtout, on se dit, il faut sortir de là, il faut. Une fois passé sous la route, le biais repasse à ciel ouvert
Et là, j'ai pu, dans un premier temps, reprendre mon souffle, trouver la force de nager. Et j'ai entendu des personnes qui m'appelaient parce que les témoins qui m'ont vu partir ont eu la présence d'esprit directement de donner l'alerte dans le voisinage. Donc les gens qui étaient en train d'essayer de sauver leurs meubles au propre comme au figuré jetaient en plus un œil dans le biais parce qu'ils savaient qu'il y avait un homme qui était tombé à l'eau. Christophe Magis est pompier depuis bientôt 25 ans. Il est aujourd'hui sergent-chef au poste de secours de Limbourg. Le 14 juillet, ces hommes sont présents sur plusieurs fronts, et ce depuis le matin. Une équipe qui était déjà partie en intervention sur Pepinster pour leur ramener des sacs de sable, etc. Parce que nous, on n'était pas encore vraiment impactés à ce moment-là. Et notre petit bateau qui était parti sur Teux pour déjà aller aider les gens au niveau du Deleuze, etc., à faire les évacuations. Et puis alors malheureusement, pendant la nuit, la Vesdre est arrivée par derrière et a poussé tout ici pour coucher les murs de la salle de cours, de notre ancienne cuisine et passer à l'intérieur, sortir tous nos habits d'intervention, etc. Qui se trouvaient là dans le vestiaire. Et tout est ressorti par la petite porte et est parti dans la Vesdre. On a retrouvé des casques de nos pompiers à nous du côté de Trot. C'est le plus loin jusqu'à présent qu'on a y retrouvé. Donc on avait réussi à récupérer une dizaine d'hommes et puis on a la chance qu'un collègue à nous qui habite ici au-dessus nous a accueillis chez lui et on a délocalisé la caserne chez lui en fait. Dans un premier temps, vous avez pu aider les gens à sortir de chez eux. Oui. Et puis à un moment donné, ça n'a plus. L'eau était tellement haute, la force était tellement forte que les véhicules n'avançaient plus. On a manqué de noyer 2 véhicules en essayant toujours de faire des sauvetages, etc. Et à un moment, on a dû se résoudre à dire stop parce que ça devenait, le risque était beaucoup trop grand par rapport au sauvetage qu'il y avait à faire, où des gens étaient dans leurs étages. C'est parfois peut-être difficile à comprendre, mais à l'abri, voilà. Situé au confluent de la Vesdre et de la Hogne, le centre de Pepinster est pris dans les flots. Olivier Ourlet est couvreur. Son entreprise se situe au numéro 67 de la rue Vauvenier, une enclave entre Verviers et Pepinster qui restera miraculeusement épargnée par les eaux. Ses parents sont, eux, en revanche, piégés par les inondations. Quand je suis arrivé chez mes parents, ils n'ont pas hésité trop longtemps à dire d'accord, on abandonne la maison. Donc la situation était déjà bien grave. On a dû slalomer entre les citernes à mazout, les voitures, les poubelles et tout ce qui flottait. Et quand je suis arrivé là, je me suis retrouvé dans une espèce de situation de crise, de guerre, où il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour aider les gens. Donc, sans le vouloir, en fait, en voulant charger mes parents, on a commencé à charger un voisin, puis l'autre voisin, puis l'autre voisin. Et on s'est retrouvé avec 40 personnes ou 30 personnes dans la benne du camion. Il y avait toujours du téléphone à ce moment-là, donc les gens ont pu appeler leur famille. On les a ramenés ici à Pepinster au rond-point du Deleuze, parce que c'était un des endroits où c'était encore accessible par les campagnes de Wenier, etc., pour pouvoir venir en voiture. Et puis, là, la question ne s'est pas posée. Quand j'ai vu la situation dans laquelle était tout le centre, on a refait un voyage, puis encore un, et on a sorti des centaines de personnes. Il y a un moment où, passé dans le centre de Pepinster, l'eau était arrivée à un niveau d'à peu près 1,50 m, et même en camion, c'était plus possible. Donc, on a pris malheureusement la décision d'arrêter. Il y avait encore des dizaines de personnes à sortir. Et déjà, bien avant ça, il y a des quartiers qui étaient déjà inaccessibles. Et on voyait au loin les gens aux fenêtres, on les voyait avec leur drap blanc. Mais nous, c'était plus possible. Comme à Eupen et à Baleine, un ordre d'évacuation préventive est aussi donné à Limbourg. Mais certains habitants préfèrent rester dans leur maison. C'est le cas de Jean Schmitz. Il a passé près de 30 ans à restaurer ses murs aussi. Pas question pour lui de baisser le pavillon. Ils ont d'abord volé en éclats les fenêtres, et puis les portes, et puis un mur, et puis le pignon, vacillant, puis le toit. Bien avant l'élimination, on va dire, de la passerelle, dans un bruit qui relevait des sons indescriptibles que l'on puisse entendre. Et j'étais là, du haut de ma fenêtre, depuis mon bureau, donc j'avais une supervision presque générale des lieux, dans un fracas évidemment indescriptible, les containers qui frappaient contre la maison, les arbres qui arrivaient contre les murs, tout est parti avec une extrême violence, en tournoyant à l'intérieur de la cour, en défonçant
le centre sportif, en traversant les garages, en traversant l'intégralité de la propriété. On avait reçu aux alentours de 13 ou peut-être 15 heures un avis d'expulsion. Moi, évidemment, en aucun cas, je ne voulais quitter les lieux. J'ai dit non, moi je suis ancré ici et je resterai. Je suis là pour le raconter. Certains dans d'autres contrées n'ont pas cette chance-là. Mais je peux dire que c'est vivre une expérience normalement inoubliable. J'imagine que cette nuit-là, vous n'êtes pas allé vous coucher. Pas vraiment. Par contre, je m'étais quand même fixé une règle, comme quand on fait de la navigation hauturière, toutes les heures, boire un coup, pas de bière, manger un coup pour pouvoir rester éveillé et pour au moins garder ce rythme d'éveil au moins chaque heure. Pour pouvoir intervenir. Pour pouvoir intervenir, maintenant. Vous ne pouviez plus. À un moment donné, on est acculé, évidemment, on voit monter avec désespoir l'eau à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, en étant resté au sein de la maison, ça a quand même permis de sauver quelques tableaux, quelques photos, des choses qu'on avait mis normalement en sécurité, puisqu'on nous avait annoncé 1 mètre d'eau en mettant tout à 1,50 m. Je vois encore mon épouse replier. C'était impossible. Pour Henri Lequeux, c'est un peu la même histoire. Il quitte son entreprise de menuiserie fin d'après-midi, mais ne peut s'empêcher d'y retourner, et ce, malgré le danger qui menace. Oui, non, je voulais absolument voir mon atelier parce que c'est pire que mon bébé. Donc je suis redescendu et j'ai vu que ça commençait à monter. Je suis resté quand même et à minuit 20, j'ai envoyé une photo sur le groupe famille. L'eau commence à rentrer dans l'atelier. Malheureusement, je suis resté. Je suis sorti, je me suis assis dans la voiture et puis j'ai vu que l'eau montait. Donc je me suis déplacé avec ma voiture jusque la petite fenêtre qui est là dans le hall à côté. Et puis quand j'ai ouvert la portière, il y avait de l'eau qui allait rentrer dedans. Je suis sorti, je me suis appuyé contre la petite fenêtre. Et là, puis, vous êtes resté combien de temps? C'est difficile à dire. Je suis resté 1 heure comme ça. Et puis à un moment donné, j'avais mis mes GSM et mon paquet de cigarettes sur l'appui de fenêtre. Et puis à un moment donné, ça a monté. Et puis à un moment donné, j'étais comme ça. J'ai voulu revenir près de mon atelier pour pouvoir appeler les gens qui habitaient en face. Donc je suis venu jusqu'ici dans l'eau qui était calme. Et ici, il y avait un torrent d'eau qui partait, qui allait sur la route. Et puis alors à un moment donné, quand j'ai fait un pied comme ça, je me suis fait embarquer. Emporté, et puis alors j'ai nagé sur le côté pour essayer de revenir où l'eau était plus calme, et là je me suis relevé et puis je suis retourné jusqu'à la porte de mon atelier où j'ai vu sortir l'établi du grand-père de ma maman, le volet, j'ai vu partir des escaliers et j'avais beau leur dire restez ici mais il n'y a rien à faire, ils partaient. Je voyais passer plein de choses. Il y avait déjà beaucoup de courant. Des barquettes de chez Corman. Oui, si on avait mis une petite bougie dedans, dans toutes les barquettes que j'ai vues passer à un moment donné, il faisait clair comme un plein jour. Et c'est vers 6 h du matin que mon cher ami voisin est venu... Vous connaissiez Non, du tout. Je ne le connaissais absolument pas du tout. Oui. Et qui est venu me sauver parce qu'autrement, je crois que je ne serais plus ici. Nasbroué est une presqu'île cerclée par la Vesdre, sise aux confins du territoire de Dizon, encastrée entre les communes de Limbourg et de Verviers. Un lieu à l'écart et donc forcément oublié. C'est pourtant là, dans ce bungalow, que vivaient encore il y a quelques semaines José et Huguette Hélène. Eux ont été surpris dans la nuit par la montée brutale des eaux de la Vesdre. Quand je me suis réveillée vers 1h30 du matin, j'étais dans mon lit, j'ai voulu mettre le pied par terre, j'étais dans l'eau. Alors je suis revenue dans le living retrouver mon mari. Et là j'ai téléphoné aux pompiers qui m'ont dit mettez-vous sur une table. Et dans le living, il y avait la table du living, je me suis mise dessus mais j'ai été emportée par l'eau et je suis retombée dans l'eau. Mon mari m'a rattrapée et c'est à ce moment-là qu'on est venu dans la cuisine. Il y a eu un grand feu en fond et on est monté sur le feu en fond, on est resté là pendant 7 heures. C'est une grosse cuisinière, elle bête. Hein. Elle m'a tiré un peu dessus, j'avais l'eau jusque-là. Et le petit chien sur moi. Ah oui, on avait notre chien. Alors à ce moment-là, on avait un frigo congélateur, mais qui n'allait pas. Et alors quand il a commencé à voyager dans la cuisine, et à un moment donné, on l'a attrapé, on a ouvert la petite porte du congèle, on a mis le chien dedans. Parce que dit on le tenait depuis 7 heures sur les bras comme ça. Après ça, mais je ne sais pas combien de temps, tu n'as aucune notion. J'ai vu une ligne blanche, là, à hauteur de la fenêtre. Je me dis, ça descend. Ça descend. Alors, et puis j'ai attendu, quand l'eau est arrivé à la hauteur de la cuisinière, j'ai descendu, j'avais tout jusque là, et j'ai été voir, parce que
Voir quoi, je ne savais pas. Mais alors j'ai vu qu'il y avait le divan, j'ai regardé, il y avait 4-5 couvertures au-dessus du divan qui étaient secs. J'ai regardé dedans, et le divan était sec, il flottait. Alors j'ai été la chercher, je l'ai tapé dedans. Je l'ai repêché 3 fois dans l'eau, hein. Lui m'a repêché une fois, moi j'ai repêché 3 fois. Hein. Et le pire de tout, j'ai une peur bleue de l'eau. Mais voilà. Et ce sont les pompiers qui sont venus? C'est mon fils et les ouvriers communaux qui sont venus frapper à la fenêtre, parce que comme on a dit qu'on était mort, ils ne voulaient même plus venir jusqu'ici. Mais alors mon fils a dit, moi je vais quand même voir, et c'est lui qui nous a trouvés. Vous revenez régulièrement ou vous préférez pas trop revenir? Moi je ne reviens pas. C'est la 2e fois que je reviens, moi je ne sais pas revenir. Lui il revient de temps en temps, mais moi je ne sais pas. Oui, toute votre vie est ici? Oui, moi je vous dis, 50 ans de sa vie qui part en quelques heures, c'est... On ne sait pas s'imaginer, mais c'est traumatisant au possible. Hein. Carole Piron habite aujourd'hui en Pré-Javet à Verviers, mais une partie d'elle-même est restée dans sa ville de cœur, Limbourg. Depuis le début des inondations, elle suit d'heure en heure l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux. L'atmosphère était déjà chargée, l'atmosphère était déjà tendue. Je n'étais pas sereine, j'étais ici seule, mes enfants étaient chez leur papa heureusement. Et bon, je me suis quand même endormie parce que j'en pouvais plus après ma journée. Et c'est seulement 2 heures plus tard qu'on a sonné, j'ai un interphone dans ma chambre, donc j'ai été réveillée par la sonnette. Et quand j'ai décroché, c'est un gentil voisin qui m'a dit... très paniqué comme ça, il faut descendre, l'eau monte, il faut bouger les voitures. Je me suis habillée rapidement, je suis descendue sur le seuil et j'ai vu alors que effectivement la rue commençait à se remplir d'eau. J'avais aucune idée du niveau de l'eau, mais je voyais déjà un certain courant, donc je me suis dit assez rapidement quand j'ai vu que l'eau montait et atteignait la hauteur du vasistas de la cave et que ça commençait à rentrer dans la cave, là je me suis dit la voiture, je ne saurais pas, je n'ai pas réfléchi plus loin. Et alors ce qui est curieux là, c'est que on se retrouve face à une situation où on doit switcher soit vers l'émotionnel, soit vers le rationnel, il n'y a pas de milieu. Et là, je suis passée direct dans le rationnel, donc je me suis reprise complètement. Et je me suis dit, bon, je ne continue pas à regarder, je suis rentrée. Et, curieusement, j'ai pris mon paillasson, je l'ai mis en dessous de la porte pour essayer de limiter les dégâts. Et puis, je suis rentrée et... tout ce que j'ai pu mettre en hauteur, je l'ai mis en hauteur. Et dans la rue, c'était pareil partout? Dans la rue, c'était pareil partout. J'ai appris après que des voisins étaient allés chercher la petite madame Pina qui vit là-bas et qui est seule, pour ne pas qu'elle reste seule pendant... On était en plein milieu de la nuit. C'était surréaliste et ils ont pensé à elle, quoi. Mon voisin, franchement, mais rien ne l'obligeait à venir sonner chez moi, à s'occuper de ma voiture, à s'occuper de moi. Mais rien, mais il l'a fait, il est sorti. La première chose à quoi il a pensé quand il a vu ça, c'est aller prévenir tout le monde. Et c'est un tas de petits gestes comme ça. Et en fait, cette histoire, c'est ça. C'est une accumulation d'un tas de petits gestes tout du long, pendant tous les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi. C'est une accumulation de petits gestes bout à bout qui nous ont permis de continuer à avancer, de continuer à se projeter un petit peu dans le futur. Sur les quais à Verviers, la nuit sera également écourtée. Mais le restaurateur Constantin Desmertsidis ne verra rien du déluge qui engloutit la région puisqu'il est en vacances en Grèce. Il apprendra tout de la catastrophe au petit matin. L'eau est rentrée par la chape de visite et s'est infiltrée par le bas ici. Bon, la chape a été complètement détruite. On avait 20 cm ici qui s'était monté jusque-là. Donc tout était détruit, l'eau est rentrée par en dessous et elle est montée jusqu'à ma hauteur, quoi, ici. Donc tout était englouti, la cuisine, les tables, les chaises, les fauteuils, les décos, tout. Heureusement, j'avais l'équipe qui était ici, avec mon neveu, ma fille, énormément de bénévoles qui sont venus. On m'envoyait des photos avec des clients qui nettoyaient ici, qui sortaient les crasses. C'était très touchant. Il y avait eu le Covid ? Et puis les inondations, oui. Pour le RECAS, c'est quand même une période qui... Oui, on s'était vu au mois de mai pour la réouverture enfin, et donc mai, juin et juillet. On a ouvert 2 mois cette année. 2 mois de boulot et puis bam, la catastrophe. C'est toute une vie partie, quoi, des années de travail, de sacrifice, voilà, et puis on repart, je suis ému de reparler de ça, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Maintenant, on est dans une bonne énergie. En aval de la Vesdre toujours, la villa sauvage n'échappe pas aux pluies torrentielles ni au débordement de la rivière. Cette maison abrite une galerie d'art, mais c'est aussi le lieu de vie d'Anne de Sturler et de son complice, Guy van Limbergen. Ici, ça a commencé à monter par les fentes entre les dalles de marbre, évidemment par la porte, par toutes les portes ouvertes. Ça montait. Et quand vous dites ça monte vite, ça veut dire... Ça monte, si vous remplissez votre bain à la maison et vous avez un bon débit, cette vitesse-là. Ah oui. Vraiment, entre 1h du matin et 5-6 heures du matin, ça n'a pas arrêté. Et ben, on a encore quelques traces. On a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider, mais il y a quand même encore des traces. Ah oui, on voit sur la porte, oui. L'eau a monté quand même jusque-là. Hein. C'est la galerie ici en bas. Lieu d'exposition. On avait des œuvres avec des œuvres d'art. Ils avaient enlevé des cimaises pour les remonter. Pour les monter. Mais donc, on a donné priorité à des choses qui sont irremplaçables. Donc, désolé pour mon fournisseur de café, mais la machine espresso, on n'a pas sauvé, on n'a pas pu, parce qu'on peut acheter une nouvelle, mais des œuvres d'art faites par des artistes, c'est tous des pièces uniques. Et on a donné même priorité à ceux qui n'étaient pas à nous par rapport à ceux qui étaient à nous. Et en même temps, j'imagine que ça devient difficile de se mouvoir dans l'eau qui monte, qui est sale, qui est trouble. Et où on ne voit pas où on met les pieds. On ne voit pas où les met pieds, on va à petits pieds, et les odeurs sont horribles. Déjà? Parce que ça pue le carburant et tout ce qui vient des citernes de mazout combiné avec les fosses septiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous arrêtez. Oui, quand l'eau est là, c'est plus possible. Au torse, on se dit il n'y a quand même plus rien à sauver parce qu'on peut, à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Voilà. À quelques centaines de mètres de là, au numéro 39B de la rue de Pepinster, vit Irfan. Barman, musicien et collectionneur de vinyles, il est propriétaire de cet appartement de plein pied depuis 2004. Lui n'a pas été réveillé par l'eau, mais bien par la sirène de l'alarme de son compteur électrique. À 3h du matin, il n'y avait pas d'eau dans la 3h, 3h30, pas une goutte. Rien. Il n'y avait même pas de petit ruissellement, d'un petit trop-plein de pluie. J'essaie d'attendre, j'envoie un message à mon fils qui dormait chez mon autre sœur à ce moment-là, pour lui dire, voilà, je ne comprends pas trop bien ce qui s'est passé, il y a coupure de courant. Du coup, un petit quart d'heure s'écoule, je retourne devant pour voir si ça s'est rallumé, et je vois que là, vraiment, on a un petit ruissellement dans la rue et que ça commence à un peu être à la limite du petit torrentiel sur 5-10 cm, et que ça monte sur mon trottoir. Et là, j'ai le réflexe d'imbécile, mais le réflexe naturel, je vais chercher des serviettes, et je cale la porte. Et sur le temps que je cale la porte, je me dis, on ne sait jamais, je vais quand même rehausser la plupart des choses, parce que vu que c'était un plein pied, il y a beaucoup de choses qui sont étaient au ras du sol. Et sur le temps que j'essaie de rehausser les choses, je vois que l'eau à rue, elle est à 1,5 mètre. Du coup, moi, ça m'alerte. Je me dis, mes serviettes, elles ne vont pas servir à grand-chose, finalement. Et comme je suis occupé à regarder dans la rue, la porte craque et toute l'eau est rentrée, mais très rapidement. Et à ce moment-là, ça a pris un quart d'heure, je pense, pour arriver à 1,50 m. Et vous vous êtes protégé? Où vous étiez dans cet appartement? Dedans, dans l'eau. Et vous en aviez jusqu'à l'épaule. Vous vous êtes accroché à quelque chose? Ouais, on avait pied, mais on prend des meubles dans les jambes, des trucs qui flottent, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, au final, j'avais tellement froid parce que c'était boueux et super froid que j'ai chopé une petite échelle que j'avais et je me suis mis dessus comme... Et je suis resté dessus 2 heures ou 3 heures, je pense. J'ai essayé d'appeler 20 fois les pompiers, mais à mon avis, ça devait être sursaturé. Du coup, à un moment donné, j'en pouvais plus, moi, sur mon échelle. Et j'ai cassé la porte qui est là derrière. Et avec une autre échelle, je suis monté sur le toit, j'ai essayé de me sécher et je suis parti par la forêt derrière. À Verviers, il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation? C'est confus. Parce que il y avait une patrouille de police au début de ma rue, mais qui ne faisait rien. Elle était juste là. Avec le recul, on se demande bien pourquoi, puisque si ce n'est pas pour prévenir, mais qu'ils sont quand même là, donc ils doivent quand même être un peu au courant. Moi, j'ai pas des patrouilles de police au coin de la rue tous les jours. De retour à Pepinster, Christian Sluze nous attend devant ce qui reste de sa maison.
Cette ancienne commerçante vit ici depuis 58 ans. Au moment des premiers ruissellements, elle est chez sa maman, un peu plus haut, en bord de Vesdre, là où les maisons se sont effondrées dans les flots et continuent de disparaître aujourd'hui sous l'action des pelles mécaniques. J'appelle ma sœur et je dis « Allô chez maman ». Ma sœur arrive et je dis à ma sœur « Colle-toi à la porte ». Le temps d'ouvrir la porte, hop, l'eau jusque là. Ma maman est malade, elle fait Alzheimer. Ma soeur me dit on va évacuer. Je lui dis écoute, où veux-tu aller? Ça ne va pas monter. On prend ma maman, on la monte à l'étage. Ça va. Ma soeur me dit retourne chez toi, ça va aller, va voir ce qui se passe. Et quand je suis rentrée, j'ai vite refermé ma porte. Au lieu de prendre mes affaires et partir, non. J'ai pris des photos, j'ai pris tout ce qu'on appelle des bêtises que j'ai été mettre à mon étage. Et puis, bon, ben, l'eau était vraiment trop haute et je me suis dit, c'est bon, je reste en haut. Et à 11 h du soir, je regarde dehors et je vois l'eau. Et je me dis, oh mon Dieu, elle descend. Tu rêves ou quoi? Et je regarde mes escaliers, au lieu d'avoir 3 escaliers, il n'y en a plus qu'un. Donc c'était redescendu? C'était redescendu, il était 11 h. C'est bon, on est sauvés, c'est bien. J'étais au lit, Et mon esprit s'est mis en veille, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. À 6 h au matin, quand je me suis levée parce que je devais aller à la toilette, tout était dans les escaliers jusqu'au-dessus et je n'ai plus su partir. Le 16 arrive un pompier et ce pompier me fait « Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu... » Non, je dis « J'ai pas peur, j'ai pas froid. Je suis bien parce que je pense que mon mari, son esprit est dans la maison. Donc je dis non, je n'ai pas peur, je vais bien. » je dis. Et je lui demande « Est-ce que tu crois que je suis en sécurité ?» Il me dit, je pense que tu es en sécurité. C'est bon, je ne bouge pas. Et à ce moment-là, avec 6 mètres de gravats sur le pont, des arbres tout en chevêchés, comme j'ai ma fenêtre ouverte, je fais ça, je fais « Et ma maman ?» Je lui dis, et là-dessus, il me dit, je ne sais pas. Et le 17, face à monsieur, je lui ai demandé ma maman, ma soeur. Voilà, c'est tout ce que je sais. Puis mon frère est arrivé, mon frère m'a fait descendre avec un Manitou et ainsi de suite. Je suis retournée, j'ai entendu toute l'histoire. Et bien la maison de ma maman, elle est tombée la nuit du 14 au 15. Voilà, il fallait attendre. Et votre sœur a été emportée par le courant? Elle a été emportée par le courant. Au moment de partir, elle a dit à ma maman, tiens-toi fort, comme vous diriez à un enfant, tiens-toi fort. Ma maman s'est bien accrochée à elle, la maison a croulé. Elles sont parties toutes les deux ensemble. Et arrivées dans la ruelle, ma sœur a été accrochée par quelque chose. Ma maman a lâché, ma sœur a essayé de la... Pas possible. Et alors, ben, ma sœur est partie. Et quand elle est arrivée au niveau du pont du chemin de fer, là-bas, quelqu'un est venu la chercher. On a l'impression qu'on ne réagit pas bien. Oui, j'imagine que ce serait à refaire, vous feriez les choses différemment. Mais... On ferait les choses différemment, parce qu'en plus de ça, mon frère a téléphoné et il avait dit « Venez chez moi », puisqu'il habite sur les hauteurs. Mais ni ma soeur ni moi, on aurait su sortir maman. C'était pas possible, il y avait un remous inimaginable, on n'aurait pas su. Maria Jésus Suarez et son mari Manuel habitent eux aussi sur la route de la vallée de la Vesdre, juste à la sortie d'un des nombreux méandres de la rivière sur la commune de Aulne, entre Gaufontaine et Naissonvaux. Comme des milliers d'autres, ils ont assisté de leurs fenêtres, impuissants au désastre. Je surveillais la hauteur ici dans le coin de ma véranda, qui était déjà presque jusqu'au dessus. Et alors on la voyait déjà qu'elle arrivait là en face, vous voyez, où il y a le chemin de fer. Oui. Là, il n'y avait plus de terrain, il n'y avait plus rien, ni des arbres, tout était descendu. D'ailleurs, j'avais vu ici des moutons, il y avait un petit poney, il y avait tout ça. À un moment donné, les pauvres, je les vois tous tomber. Tous étaient portés par l'eau. Mais alors, il y avait des vagues. J'avais l'impression que quand j'ai vu la grande vague, qu'elle dépassait tout. C'était effrayant. Et alors on était ici, on voyait nos meubles qui rentraient d'un côté, qui sortaient de l'autre. Et ce qu'on avait peur, c'est que je voyais un camion de pompiers, je voyais des conteneurs, des voitures, et alors des arbres gigantesques qui seraient venus ici, faussés dans le mur ici en bas, ou de ma véranda. Je ne sais pas, parce que j'ai un pilier qui est au milieu de la pièce, mais ma maison, elle serait tombée. Mais vous ne pouviez plus partir à ce moment-là, de toute façon. On ne pouvait plus partir, on était encerclés, on était prisonniers ici. On savait aller nulle part. Jusqu'à le jeudi soir, qu'ils sont venus nous évacuer.
Ils ont été vraiment super gentils. On n'aura jamais des merci assez pour leur dire à ces gens-là, tellement ils se sont comportés. C'était magnifique. Allez, non, allez, Pirou, allez, viens, on y va, allez. Ça laisse des traces. Il y a des jours encore où on ne dort pas bien. Même pas qu'on repense à ça, mais ça revient quand même souvent à la surface et se dire, ouais, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas sauvé en temps voulu, mais c'est difficile à expliquer. Tout le monde nous demande comment on se sent. Et je dis que l'on se sent comme quand on regarde les catastrophes à la télé, mais ici, ça dure bien plus que 2 minutes. Peut-être même que ça dure toute la vie. Il y a une telle somme de travail à abattre dans les années futures que pour ceux qui ont pris quelques jours de congé maladie ou même quelques mois de congé maladie ou de congé de convenance personnelle, mais c'est dérisoire par rapport à ce qui nous arrive. Et il est vrai que de la part de l'employeur ou de la part de certains directeurs d'entreprise, on dit « mais ce n'est pas normal, ça fait déjà 15 jours qu'il n'est pas là ». Mais il ne devrait pas être là pendant 15 ans avec les dégâts qu'on a subis ici. Alors celui qui n'a pas fait l'effort de traverser d'Olympe, Pepinster, Ranzival, peu importe, la contrée, celui qui n'a pas fait l'effort de venir s'imprégner de ce malheur, je n'ai pas dit que ça devait être un tourisme malheureux, mais il faut comprendre la douleur des gens et la douleur de ce qu'on puisse ressentir en traversant ces zones désolées. Nous, c'est déjà quelque chose de nous avoir pris tout ce qu'on a, mais on vit encore au-dessus. Mais les gens qui sont partis de chez eux, qui doivent, ça doit être quelque chose de vraiment. Là, on voit une fois ce qu'on fait aux étrangers qui doivent vivre dans des camps. Qu'on leur dit, voilà, maintenant tu pars et tu dois vivre là. C'est pour ça que moi, je trouve quand même qu'il devrait y avoir un fonds mondial pour des choses comme ça. On se dit, mon Dieu, on a une maison, on est là jusqu'à la fin de nos vieux jours, quoi. On n'a pas besoin de se tracasser. Vous êtes logé où pour l'instant? Pour le moment, j'étais logé à Dison dans des appartements qui ont été réquisitionnés par le CPAS. Mais vous ne pourrez pas rester là? Normalement, non. On a eu un contrat de 3 mois. On vient de nous annoncer qu'on pouvait encore y rester 2 mois de plus. Mais il faut trouver quelque chose et il faut être parti à la fin de l'année. Moi, je suis très ancrée ici. Goé, c'est vraiment chose qui me tient à cœur. La rivière, malgré les débordements, elle m'inspire toujours, j'en ai quand même toujours besoin. On a pris la décision finalement, après beaucoup de réflexion, de se dire, voilà, notre maison est là, en plus on finissait de la payer cette année, donc après 20 ans, et elle est là quand même, quoi. Donc on va miser là-dessus pour l'instant, et nos futurs, on verra bien. J'ai eu l'autre jour en boutade, est-ce que vous voulez vendre votre maison? On va vous faire un très bel appartement. Mais non, je ne veux pas quitter ma maison. Non, je veux rester dedans. Le peu qui me reste, je veux le garder. Pour aller où? Je vais aller sur Cornès, Soigné, Soiron, n'importe où. Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas venir une tornade dans 8 jours et que je vais suivre la même chose que ça? Non, 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 non. Je suis très bien ici. Je suis bien, je suis dans le centre du village. Un village mort, je m'empresse de vous le dire. Mais j'espère qu'il va recommencer. Les pouvoirs publics, voilà, on n'a pas eu beaucoup de contacts, quelques contacts avec certains, donc pour ouvrir le trou ici pour le gaz, voilà, qui ont fait un petit peu bouger les choses, mais la débrouille et la solidarité des gens a été extraordinaire. Au niveau de la commune, voilà, je pense qu'ils ont beaucoup à faire dans les endroits un peu, malheureusement beaucoup plus impactés que nous. Et peut-être un peu dépassé par l'ampleur des dégâts aussi. On attendait, je pense, d'avoir des autorités qui se manifestaient et qui étaient rassurants. Et si même elles ne pouvaient pas agir dans l'immédiat, parce que je pense que toutes les communes ont été dans la même situation d'impuissance, communiquer autour du « on est là », ça devait se faire et ça ne s'est pas fait. Et voir nos politiques présents uniquement quand ils sont accompagnés du roi, de la reine, de M. Collignon, de M. Di Rupo, moi, à titre personnel, je pense ça comme une réelle gifle, parce que nous ne sommes pas des faire-valoir. Alors j'ai du respect pour toutes ces personnes qui sont venues nous rendre visite, mais sincèrement, c'est pas de ça dont on avait besoin. N'importe qui dans sa profession, dans sa fonction ou dans son rôle dans la société accepte une responsabilité. Et généralement, il y a un salaire qui va avec, une mission qui va avec. Et on tend vraiment très souvent à oublier la responsabilité qui va avec. C'est-à-dire que quand un mauvais choix a été fait, ce choix a été fait.
Donc il faut en répondre. Ça ne devait pas arriver. On a manqué de coordination et de prévention et d'anticipation. Il y aurait eu des inondations, ça c'est sûr, au point où c'était, oui d'accord, mais à ce point-là, il y avait moyen de faire quelque chose, il y avait moyen de sauver des vies. Pour connaître un peu des pompiers et des gens qui sont dans la protection civile, les moyens, ils ont été laminés depuis quelques années. En tout cas, il n'y a pas de renouvellement. Je pense qu'ils sont assez épuisés aussi, de façon globale. Et je pense qu'au niveau de la cohérence, de la cohésion et du processus lui-même de lancement d'un plan d'urgence et de pouvoir prévenir la population, il n'y a rien, en fait, j'ai l'impression. Surtout entre les bourgmestres et les communes et entre peut-être les différents services qui doivent prévenir les bourgmestres et les communes au niveau wallon. Voilà. Je ne suis pas expert, mais le ressenti, c'est ça. Dans le temps, il y avait une bonne grosse cloche et plus tard une sirène. Il y en a une là au milieu du village de cloches. Je trouve qu'on devrait prévenir chaque commune ou mettre une alerte générale. Et on met les sirènes en route et on a 1 heure ou 2 pour essayer de faire quelque chose. En plus, avec le changement climatique, je suis sûre et certaine qu'on reverra encore un peu des choses dans ce goût-là, quoi. Hein. Je savais déjà depuis longtemps qu'on construit beaucoup trop de béton, etc. Mais c'est vrai que là, d'être dans la situation, c'est encore très différent que d'avoir des vues un peu idéales sur la vie et de faire des beaux discours de bobo. Mais quand on est sur place, on a vraiment cette conscience-là. Et donc, pour moi, il faut qu'on réfléchisse pour l'avenir à une façon de vivre plus saine et plus en harmonie avec la nature et l'extérieur. Il y aura toujours eu un avant et un après, je pense. Vous pensez qu'on va tirer les leçons? Comme on attend toujours qu'il arrive une catastrophe pour agir, peut-être que maintenant ils vont le faire. Ça c'est sûr. Enfin, c'est ce que je pense. Parce que... Hein? Vous n'êtes pas convaincu, vous? Non. Quelques semaines après le déluge, nous avons vu pousser çà et là des tournesols sur des terres meurtries, maculées de boue, jonchées de gravats, de carcasses et de crasses. Certains y ont vu le signe d'une renaissance, d'une reconstruction possible, d'autres encore le symbole d'une nature forte, capable de se relever de tout bien avant nous. Une nature qui nous rappelle qu'elle peut aussi se faire douce, pour autant qu'on lui laisse la place, qu'on lui rende sa place. Si les rivières ont retrouvé leur lit depuis des semaines déjà, nos villages, nos villes et nos quartiers porteront longtemps encore les stigmates des inondations des 14 et 15 juillet 2021.